Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommages et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroun, en direct du 102.3 FM. Bon matin, chères éditrices, chers éditeurs. Plaisir de vous retrouver ce mercredi 7 avril 2021. Au programme, on parlera de la violence conjugale. On cherchera avec nos invités les solutions. On parlera aussi du trouble d'apprentissage et le contexte de la pandémie, le programme Interconnexion Laval et le programme Leadership Montréal, le groupe des 20. Restez à l'écoute, on vous revient après une courte pause. Afin de mettre en lumière la violence conjugale, l'émission Racine invitera des personnes ressources qui vont nous expliquer les différentes facettes de la violence conjugale et surtout comment mettre un terme à ce fléau. Pour nous en parler, j'ai avec moi cette semaine Madame Monica Dan, coordonnatrice de la table de concertation en violence conjugale de Montréal. Madame Dan, bonjour. Oui, bonjour. Alors, on a cette semaine, en fait, ce mois-là, c'est 8 victimes d'un féminicide en 8 semaines. On assiste à une montée de la violence conjugale. Comment on est rendu là? Et jusqu'à quel point la pandémie a aggravé cette problématique? Vous savez, je pense que la pandémie a mis en lumière une problématique qui était déjà existante. Ce qu'on semble remarquer, c'est qu'il y a une aggravation des conséquences de la violence. Donc, la violence, elle est plus importante. Les gestes de violence sont plus importants. Mais en même temps, les féminicides, les homicides dans le contexte conjugal existaient malheureusement avant la pandémie. Puis comment on en est rendu là, je vous dirais que c'est multifactoriel. Hein? Il y a plusieurs éléments. Il y a des éléments de prévention, il y a des éléments d'intervention qui sont existants. Il y a un grand besoin, je pense, de mieux collaborer et mieux travailler aussi ensemble les différents secteurs là, qui peuvent être impliqués. Et il y a effectivement aussi, je pense, une importance de ne pas tolérer ou accepter des gestes de violence et d'intervenir le plus rapidement possible. Mm-hmm. Le 2 avril dernier, des rassemblements régionaux étaient organisés aux 4 coins de la province. Quel était l'objectif de ces marches? Est-ce qu'il s'agissait de sensibilisation et mobilisation citoyenne ou bien d'interpeller la classe politique à prendre ses responsabilités? Les deux. Très certainement les deux, mais effectivement, il y avait, je pense, un grand besoin d'interpeller la classe politique. Quelques jours avant, le 25 mars, il y avait eu le budget provincial qui a été déposé et avec à peu près rien sur des mesures concrètes là, au niveau de la violence conjugale. Donc, c'est sûr que c'était un budget qui était attendu dans les milieux avec énormément d'espoir. Les espoirs ont été déçus. C'est sûr qu'on entend des belles paroles comme quoi l'argent ne sera pas un problème. S'il y a des besoins identifiés, le gouvernement dit qu'il va y répondre. Mais pour le moment, on n'a toujours pas de réponse concrète. Et j'aimerais aussi en profiter pour nommer qu'il y a un rapport d'un comité d'experts qui est sorti en décembre dernier, qui émet une série de recommandations. En fait, il y a 180 recommandations qui sont des recommandations extrêmement pertinentes, structurante, qui amène vraiment un changement dans les pratiques, mais aussi qui prend en considération l'ensemble des enjeux de sécurité pour les femmes victimes de violences conjugales, mais aussi les femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles. Et donc, on a des solutions qui ont été réfléchies, qui ont été mûrement réfléchies par des gens qui ont une expertise, et on souhaiterait voir des mesures concrètes là, pour pouvoir voir ça en application. Vous avez parlé de l'argent, je comprends que c'est un élément très important, mais vous ne pensez pas qu'une volonté politique, d'abord et avant tout, c'est ça ça prend maintenant? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais dire en disant qu'on attend des réponses concrètes. On a besoin d'une volonté politique réelle, une volonté politique de remettre la sécurité au cœur des préoccupations et de surtout s'assurer d'avoir des solutions qui répondent concrètement aux besoins. Donc, qui sont réfléchies avec les intervenantes
et les intervenants qui sont sur le terrain, qui connaissent bien les réalités, qui connaissent bien les enjeux, qui sont au fait des besoins, puis qu'on puisse travailler tout le monde ensemble, surtout aussi, puis d'arrêter le travail en silo. C'est malheureusement souvent le cas. Travailler en silo, mais quand je parlais tantôt de volonté politique, c'est aussi au niveau organisationnel. Pourquoi il y a tant d'interlocuteurs lorsqu'il s'agit de la question de la violence conjugale? Il y a plusieurs ministères qui sont... Écoutez, ça demeure un enjeu, effectivement. Nous-mêmes, on se pose la question, dans le sens que quand la politique en violence conjugale a été développée en 1995, il y a un ensemble de mesures qui sont proposées, qui touchent à différents ministères, que ce soit au niveau de la santé et services sociaux, au ministère de la justice. Donc, je pense qu'à la base, l'intention était de vouloir mobiliser et responsabiliser l'ensemble des ministères au lieu de créer une seule entité, par exemple. Mais ce que ça a comme effet, c'est que, selon moi, c'est que souvent, ils vont se renvoyer la balle. Ça diminue un petit peu l'imputabilité, l'arrimage entre les différentes actions est excessivement complexe. Donc, je pense que là, on serait rendu à un besoin de simplifier les structures pour améliorer nos capacités d'action. Madame Manon Massé, la co-porte-parole de Québec solidaire, avait proposé de nommer une personne responsable pour lutter contre la violence faite aux femmes. Qu'est-ce que la table en pense? En fait, je suis totalement d'accord. Juste vous dire que c'est une des recommandations du rapport du comité d'experts dont je vous parlais plus tôt. Donc, tant mieux si elle est reprise par des personnes politiques, c'est ce qu'on souhaite. Mais c'est une des recommandations que le comité d'experts mettait en place. Donc, d'avoir une structure, une instance qui coordonne l'ensemble des travaux et qui est responsable de l'avancement de ces travaux-là. Dans ce contexte d'urgence et de la pandémie, selon vous, quelles sont les mesures à mettre en place maintenant pour assurer la sécurité des femmes? Il y en a plusieurs. Un des enjeux, je pense, j'en ai parlé tantôt, de la complexité des structures souvent et du fait qu'on travaille souvent en silo. Donc, moi, je pense que déjà, on doit améliorer notre capacité de travailler ensemble. Il y a le coroner aussi qui s'était penché là, sur différents meurtres qui avaient eu lieu en contexte conjugal et qui parlait de l'importance d'un partage fluide de l'information entre les différents secteurs d'intervention. Donc, pour moi, ça, c'est une condition essentielle. Il faut aussi mieux former le personnel. Et là, on ne parle pas juste des gens qui travaillent au niveau de la violence conjugale, mais pour bien identifier c'est quoi la violence conjugale, puis c'est quoi le risque aussi, parce que souvent, quand il y a un homicide qui est perpétré, c'était souvent des familles qui étaient suivies, mais qu'on a échappé. Donc, on parle souvent d'occasions manquées. Donc, il faut vraiment mieux évaluer les risques aussi et être capable de mettre rapidement là, des mécanismes de collaboration pour améliorer le filet de sécurité autour de ces personnes-là et vraiment prendre en charge. C'est toujours avec la lunette de la sécurité qu'on doit mettre de l'avant-plan. La violence conjugale touche différentes souches sociales et catégories. Comment garantissez-vous l'accessibilité tant au niveau linguistique que social? Je vais vous avouer très humblement que ça demeure un enjeu, notamment entre autres de l'accessibilité linguistique, puis surtout de répondre aux différents besoins. Nous, à la table, présentement, on est en train de travailler sur un projet justement pour mieux identifier c'est quoi les obstacles présentement pour mieux répondre puis mieux rejoindre les personnes notamment qui sont issues des communautés ethnoculturelles. L'accessibilité au niveau linguistique demeure un enjeu important. Il y a des organismes qui font un excellent travail à Montréal à ce niveau-là, qui ont développé des approches justement d'avoir des intermédiaires culturels, donc des personnes qui parlent la langue, mais qui sont aussi bien formées au niveau de la violence conjugale, qui
connaissent bien aussi les différents enjeux. Mais il faut être sensible, je pense, au fait qu'il y a des besoins qui sont diversifiés et on doit s'assurer de ne pas avoir une seule réponse pour une problématique, mais être capable d'offrir une diversité de réponses possibles. Puis moi, je pense toujours que mobiliser aussi les communautés demeure important. Notamment les forces vives des différentes communautés qui doivent être, selon moi, mobilisées et mises en valeur aussi dans l'articulation là, de réponses aux besoins et à ces enjeux-là aussi. Tout à fait. Monique Adan, coordonnatrice de la table de concertation en violence conjugale de Montréal, merci, au plaisir. Merci, bonne journée à vous. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baron, en direct du 102.3 FM. Pour à l'émission, avec un autre enjeu, celui de troubles d'apprentissage. Pour en parler, j'ai avec moi Madame Lucille Doiron, directrice générale de l'Institut des troubles d'apprentissage. Madame Doiron, bonjour. Oui, bonjour. Peut-être premièrement, pouvez-vous nous présenter la mission, les objectifs de votre institut? Alors, l'Institut des troubles d'apprentissage existe d'abord depuis plus de 50 ans. Avant 2015, l'Institut se nommait AQUETA, Association québécoise des troubles d'apprentissage. Donc, c'est une institution qui date, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui a toujours eu la même mission, mais en 2015 a quand même s'est rapproché de la recherche et des savoirs au niveau des approches les plus probantes de réussite scolaire et de réussite au niveau des apprentissages de façon large. Alors, la mission de l'Institut est de soutenir l'ensemble des personnes qui vivent avec des troubles d'apprentissage et leur environnement, et de soutenir l'environnement de ces personnes, et puis également de faire en sorte de favoriser le développement du plein potentiel de chacun, afin qu'il puisse, bien sûr, trouver sa place dans la société et développer son plein potentiel, évidemment. Donc, c'est un citoyen les plus actifs et bien accueilli. Pour éclairer nos auditeurs, pouvez-vous nous présenter la définition de trouble d'apprentissage? Alors, d'abord, pour vous parler des troubles d'apprentissage, je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce que c'est la différence entre une difficulté et un trouble, et ça va devenir très clair. Une difficulté d'apprentissage, c'est temporaire. Une difficulté d'apprentissage, c'est parce que je me suis absentée pendant un moment, soit de l'école, soit du milieu du travail, et l'écart qui s'est creusé entre ce que je dois savoir d'un sujet et ce que j'en sais, il y a un trou. Alors, si on est bien accompagné, si on a des bonnes explications, si on a de la bienveillance autour de soi, on va rattraper l'écart. Alors qu'un trouble d'apprentissage, on va bien comprendre que c'est neurologique. Les gens naissent avec un trouble d'apprentissage et vivent avec. Souvent, un adulte qui n'a pas eu d'accompagnement spécifique au sujet de son trouble d'apprentissage apprend qu'il a une dyslexie, une dysorthographie et bon, autre chose, à partir du moment où son propre enfant reçoit un diagnostic. C'est ainsi que la personne réalise qu'elle a vécu l'entièreté de sa vie avec un trouble d'apprentissage qui bien souvent a été comblé par des stratégies qu'elle a elle-même mis en œuvre pour se soutenir. Alors, il y a des histoires ainsi, et voilà. D'accord. Le trouble d'apprentissage, c'est neurologique, c'est permanent. Votre institut a organisé le 46e congrès. Quelle était l'orientation, les objectifs de ce congrès? Alors, ce congrès, d'abord, comme vous venez de le mentionner, c'est le 46e qui a toujours une mission d'inclusion de l'ensemble des gens. Cette année,
c'était notre deuxième édition d'un congrès entièrement en ligne. Alors, le thème de ce congrès était tout un village plus que jamais. Alors, avec un point d'honneur d'avoir des conférences qui parlent de résilience. Et dans la période actuelle, on va bien comprendre que bienveillance, résilience, accompagnement, c'est des sujets qui doivent être mis de l'avant. Alors, on a également un autre thème qui était la collaboration. Quand on parle de collaboration, on parle bien sûr de gestion des équipes, de travailler dans les changements de pratique, travailler en équipe multidisciplinaire, comment faire tout ça avec l'école, la famille, la communauté entourant l'école, toujours dans le but de soutenir les apprentissages et la réussite du plus grand nombre, là, on va s'entendre. Ensuite, bien sûr, l'inclusion, là, on parle de différenciation pédagogique, on parle du primaire, du préscolaire. Ensuite, on a mis l'emphase, parce que ça a été une demande, de parler davantage comment ça se passe auprès des jeunes adultes qui vivent des réalités difficiles de retour à l'école, par exemple. Ensuite, bien sûr, la technopédagogie, c'est un sujet de l'heure qu'il ne faut pas ignorer. Et il y en avait également il y a beaucoup de conférences aussi pour les parents. Alors, j'aimerais pour vos auditeurs qu'on comprenne bien que comme nous avons choisi de proposer, choisi par la force des choses, un congrès entièrement en ligne, nous avons des rediffusions de ce congrès jusqu'au 18 avril. Alors, quelqu'un qui serait intéressé à aller voir nos 120 conférences peuvent retourner, s'inscrire et visionner jusqu'au 18 avril l'ensemble du congrès. À partir de quelle page, si vous voulez bien nous le présenter, votre page? En allant sur le site de l'Institut des troubles d'apprentissage, on arrive directement à la page du congrès. D'accord. C'est beau point rouge en pleine page, congrès annuel 2021. Parfait. On va le mettre aussi sur notre page Facebook. Une autre question que j'ai, comment pouvez-vous intégrer vos pratiques au programme officiel d'apprentissage des écoles publiques? D'abord, j'aimerais vous dire que nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation et que ce que nous proposons tant à l'individu, aux parents qu'aux intervenants scolaires correspond à des approches probantes, des approches reconnues par la recherche qui sont déployées dans les écoles. Alors, on travaille tous dans le même sens et l'Institut des troubles d'apprentissage travaille en complémentarité avec ce qui se fait d'extraordinaire et de merveilleux déjà dans les écoles. Oui. Dans le contexte actuel, comment la pandémie affecte les personnes ayant des troubles d'apprentissage? Regardez, je pense qu'on en parle beaucoup déjà dans les médias. On comprend que les gens, que dans une période si difficile de pandémie, on va d'abord travailler à assurer la santé des gens. Ensuite, on va tranquillement revenir à la normale. C'est ce que nous vivons là avec des allers-retours. Et évidemment, pas en tout cas, on peut le déplorer. Les gens qui vivent avec des troubles d'apprentissage sont souvent les derniers à qui on répond dans le moment, puisque les priorités sont tellement grandes ailleurs. Alors, mais on va bien comprendre que le travail en ligne a quand même quelques bons côtés si on veut finir sur une bonne note en se disant qu'un enfant ou un adolescent ou un jeune adulte qui est TDAH ou qui a un déficit de l'attention avec l'écran pour le travail en ligne, ça peut lui être très bénéfique. Alors, il y a des côtés comme ça qui peuvent ultimement devenir un plus. On comprend très bien que également, si on a quelques adaptations à l'écran au niveau de la lecture, au niveau de la taille des lettres, au niveau du repérage des mots, il y a beaucoup d'outils technopédagogiques pour soutenir les élèves à besoins particuliers. Oui. Merci, Madame Doiron. Lucille Doiron, directrice générale de l'Institut des troubles d'apprentissage. Au plaisir. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir.
Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baron, en direct du 102.3 FM. Pour un nouveau arrivant, l'emploi constitue la clé de la réussite de son projet d'immigration. C'est aussi un facteur essentiel pour un engagement citoyen significatif, notamment quand il s'agit d'un arrivant diplômé. Plusieurs programmes ont été déployés pour réussir l'arrimage entre les entreprises et les nouveaux arrivants dans le programme Interconnexion Laval. Pour en parler, je reçois Mme Martine Lafrance, directrice main-d'œuvre et diversité à la Chambre de commerce de l'industrie de Laval. Mme Lafrance, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va super bien. De votre côté? Très bien aussi, merci beaucoup. Bon matin. Bon matin. Alors, premièrement, pouvez-vous nous présenter le programme Interconnexion Laval? Oui, avec plaisir. En fait, la Chambre de commerce et l'industrie de Laval a mis sur pied un programme pour aider les entreprises. Parce que c'est sûr qu'une Chambre de commerce, ça représente principalement des entreprises, donc des employeurs. Et nous avons vu qu'à Laval, on a un bon bassin là, de main-d'œuvre qui est immigrante, donc des nouveaux arrivants qui sont là, qui peinent à trouver. Là, le problème est connu, on le sait. Donc, afin de pouvoir aider nos entreprises, on s'est dit, on va essayer de voir si c'est pas possible de travailler avec les partenaires locaux pour préparer les personnes immigrantes qui viennent d'arriver au Canada, donc depuis moins de 5 ans, qui habitent à Laval, pour les préparer, pour leur faire rencontrer les entreprises, les employeurs qui sont à la recherche de personnel qualifié. Donc, on parle de gens qui ont, comme vous le disiez là tantôt, des diplômes, de la formation. C'est sûr que souvent, les gens vont se méprendre et vont penser que les gens ont nécessairement des doctorats ou des diplômes à être très haut niveau, mais non, là. On va vraiment s'adresser à des personnes qui arrivent et qui ont minimalement une formation là, qualifiante, qu'elle ait été obtenue ici à leur arrivée ou encore qu'ils l'aient fait là, dans leur pays là, avant d'arriver ici au Canada. Donc, voilà. Et pour les entreprises, en fait, on travaille spécifiquement avec des entreprises de Laval, évidemment, comme on est la Chambre de commerce de Laval. Et il faut que les entreprises soient en opération depuis au moins 2 ans pour être admissibles à notre programme. D'accord. Et du côté des personnes migrantes, encore une fois, on parle de la région de Laval. Donc, il faut habiter à Laval. Il faut être au Canada depuis moins de 5 ans. Il faut être résident permanent ou citoyen canadien et avoir moins d'1 an d'expérience de travail dans son domaine au Québec. Donc, d'accord. Ce sont là les conditions pour pouvoir participer tant au niveau de l'entreprise que de l'immigrant là, au niveau du programme Interconnexion Laval. Vous avez mis l'accent sur Laval, Interconnexion Laval, pour éviter la confusion avec le programme qui existait à Montréal. Quelle est la différence entre les deux? En fait, on parle de région, hein, donc oui. Évidemment, nous, on travaille avec les gens de Laval, à Montréal, travaille avec les gens de Montréal à l'époque. Ceci dit, au niveau de la formule également, c'est différent. Donc, Interconnexion Montréal offrait des stages non rémunérés d'1 mois aux personnes migrantes pour aller chercher une expérience de travail et peut-être éventuellement un emploi là, directement. Sauf que nous, on ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. C'est-à-dire que les immigrants peuvent faire des stages, mais ils seront rémunérés par l'employeur. Et on va faire également du placement direct. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, la personne migrante qui arrive, qui veut faire un stage dans une entreprise, si l'entreprise accepte de la rémunérer pour faire un stage d'1 mois, pour lui donner une chance, puis un petit peu l'évaluer un peu plus longuement qu'avec une entreprise d'embauche, par exemple, c'est possible d'être fait. Ceci dit, on a toutes sortes d'activités. Donc, les participants et les entreprises, donc que ce soit les immigrants ou les entreprises, ont accès à toutes sortes d'activités, dont des formations. Si on parle des entreprises, par exemple, on va parler de diversité, la gestion de la diversité culturelle, la communication interculturelle. On va faire aussi des activités de maillage. Donc, on fait des activités pour que les entreprises puissent rencontrer les candidats. Donc, on va parler de babillard de l'emploi, d'entrevue claire.
Et on va aussi faire, évidemment, des ateliers, des formations pour les personnes migrantes pour les aider. Donc, par exemple, au niveau de LinkedIn, on fait une formation à l'heure actuelle sur comment bien faire son profil LinkedIn pour aider. On va aussi avoir une entrevue, un atelier sur comment on réseaute. Donc, c'est quoi le réseautage d'affaires? Quelles sont les bonnes pratiques? Donc, c'est un peu tout ça. Donc, c'est un beau mélange de toutes sortes d'activités, mais aussi, il y a du maillage professionnel, évidemment, parce que c'est l'objectif du projet. Oui, c'est important ce type de formation parce que souvent, il y a des personnes qualifiées, mais qui s'apprend juste la façon de faire et comment se présenter, mettre en valeur leurs compétences et leur formation. Ma question, absolument. Dans le contexte de la pandémie, il y a moins de nouveaux arrivants qui arrivent au pays. Quelle est votre stratégie de recrutement et est-ce qu'il y a des profils recherchés plus que d'autres? Effectivement, à qui dites-vous? On a eu 50% de moins d'inscriptions de participants cette année à cause de la pandémie, parce qu'effectivement, il n'y a plus d'immigration qui se fait. Les frontières sont fermées. Donc, dans le fond, là, juste pour vous expliquer un petit peu comment nous fonctionnons, nous travaillons avec les partenaires locaux ici à Laval et ailleurs, parce qu'on a des contacts aussi à Montréal et sur la Rive-Nord. Donc, par exemple, on travaille spécifiquement avec un organisme d'employabilité à Laval qui s'appelle Perspective Carrière, qui, eux, préparent au niveau des CV, entrevues tous les participants avec lesquels on travaille. Mais on travaille avec d'autres sortes d'organismes en employabilité aussi. Donc, tous ceux qui sont sur le territoire de Laval, on est vraiment en collaboration avec eux. On va également rencontrer les gens qui sont dans les classes de francisation au Collège Montmorency, qui sont en train de terminer leur francisation, pour déjà commencer à leur parler de nous et qu'on puisse commencer à travailler avec eux, les diriger au bon endroit si jamais le programme Interconnexion n'est pas ce qui leur convient. On fait beaucoup de promotion sur les réseaux sociaux. Là, ces temps-ci, il y en a beaucoup, donc les gens nous le disent et nous voient. On va dans les salons de l'emploi. Donc, justement, aujourd'hui et demain, on est au salon de l'emploi, là, événement carrière. Donc, on en fait plusieurs pour pouvoir expliquer qu'on existe aux personnes migrantes. Il y a le bouche-oreille qui fonctionne vraiment très, très bien. Et dans la série là, de partenariats qu'on peut faire, on en a fait un justement avec Desjardins, les 6 caisses Desjardins de Laval. C'est assez fantastique. Ils ont décidé de nous aider et de parler de nous à leur clientèle immigrante. Donc, ça nous aide aussi à les recruter. Donc, on utilise vraiment tous les moyens qu'on peut parce que c'est très, très difficile de trouver les gens là, pour être admissibles à notre programme à l'heure actuelle. Puis au niveau des profils, je vous dirais, là, honnêtement, on a de la demande dans tous les profils. C'est sûr que ce qu'on sait, c'est que, bon, au niveau, par exemple, des technologies de l'information, de la construction, même au niveau de la logistique, par exemple, on a des demandes plus fortes. Cependant, c'est pas nécessairement des candidatures qu'on a beaucoup. On en reçoit, là, mais c'est pas des candidatures qu'on a beaucoup. Mais je vous dirais, dans tous les domaines, on a toutes sortes de demandes. Donc, les seuls postes qu'on peut pas combler, nous, parce qu'on ne travaille pas avec ce type de clientèle-là, c'est vraiment quand on parle dans les usines là, ou des postes d'entrée au niveau de la maintenance, par exemple, ou de la manutention, parce que comme ça prend un diplôme ou en tout cas une formation pour participer à Interconnexion, bien souvent, on n'a pas cette clientèle-là de disponible de notre côté. Pour finir avec de bonnes notes, pouvez-vous nous présenter quelques exemples de réussite du programme? Absolument. On a des entreprises, par exemple, qui font appel à nous pour tout le processus. Donc, on va aller chercher, par exemple, une personne qui est admissible à la subvention salariale prime. Ben, on va l'aider, on va l'accompagner, l'entreprise aussi, auprès de notre partenaire Service Québec, pour que ce soit plus rapide. On a vraiment un lien direct avec eux pour que ce soit plus rapide. Donc, dans un cas, là, juste pour vous donner un exemple, on avait une dame qui est arrivée, elle avait tous ses outils prêts, CV et tout ça. On avait une entreprise qui cherchait exactement son profil. On les a présentés et à l'intérieur de 3 jours,
Donc, à l'intérieur de 3 jours, la dame a été rencontrée par l'entreprise. L'entreprise a fait une offre. Nous, on a travaillé avec Service Québec pour s'assurer que l'entreprise pourra avoir sa subvention salariale et elle commençait à travailler la semaine d'après. Donc, on a des beaux succès comme ça. Là, on en a quand même plusieurs. On est à au-delà de 200 personnes là, qui ont trouvé du travail grâce à Interconnexion Laval. C'est magnifique. Martine Lafrance, directrice main-d'œuvre et diversité à la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Merci, au plaisir. Bonne journée. Merci beaucoup pour l'invitation. De retour à l'émission, toujours en lien avec l'inclusion de la diversité, cette fois à Montréal. Il s'agit d'un projet du groupe des vins. Pour en parler, je reçois Mme Nabila Rennati, chargée de projet Leadership Montréal. Madame Rennati, bonjour. Oui, bonjour. Alors, pouvez-vous nous présenter l'initiative Leadership Montréal et le programme Groupe des vins? Oui, bien sûr. Alors, le groupe des vins est un programme qui émane de l'organisation Concertation Montréal. Concertation Montréal, c'est un OBNL qui a pour mission de favoriser le développement de la région par la concertation. Et pour cela, eh bien, elle regroupe des leaders socio-économiques et des élus municipaux de l'île de Montréal. Elle apporte son expertise dans différents secteurs, notant la transition écologique, l'éducation, les sciences et la technologie, l'enfance, la jeunesse et la gouvernance. L'initiative donc de Leadership Montréal a été lancée en 2009 et elle vise à promouvoir la diversité au sein des lieux de décision. Okay. Donc, il y a différents programmes. Il y a la banque de candidature de la diversité montréalaise, donc qui permet aux dirigeantes et aux dirigeants d'organisations de combler des postes au sein de leur CIA grâce à la rencontre du leader compétent au profil varié. On a aussi le groupe des 30 qui fait la promotion de 30 ambassadrices et ambassadeurs issus de la diversité. Ce sont des personnes dont l'expérience justement au sein du conseil d'administration incite d'autres personnes talentueuses issues de la diversité à suivre leur pas. Donc ce sont des modèles. Et il y a le groupe des vins, donc le programme dont je suis en charge. C'est un programme d'accompagnement qui permet aux représentantes et aux représentants d'organisations, là on parle de personnes à la direction générale, d'administrateurs, administratrices, de s'outiller, d'acquérir les bonnes pratiques et de s'engager vers une gouvernance inclusive. Pour que, justement, leur conseil d'administration il soit plus représentatif de la diversité montréalaise. C'est un programme qui est financé par le MIFI, donc le ministère de l'intégration de la francisation. Il a été lancé en novembre 2019 et actuellement, nous allons démarrer la 3e cohorte du groupe des vins. Voilà. Quel est l'impact et les bénéfices de ce programme pour les organisations? Alors, eh bien, écoutez, ça leur permet de mener une réflexion, ça leur permet d'acquérir les outils, d'acquérir les bonnes pratiques pour justement intégrer une gouvernance inclusive à l'intérieur de leur organisation. Donc, les personnes participant au programme bénéficient d'ateliers, des formations en gouvernance et en gouvernance inclusive. Ils participent à des rencontres d'échange avec des personnes qui sont expertes sur ces questions. Mais ils échangent aussi entre eux, que ce soit les bons coups, les mauvais coups, parce que on a beaucoup à apprendre justement des expériences des uns et des autres. Et c'est un groupe donc qui est constitué donc ces 20 organisations. Et comme ces personnes peuvent être 2 à participer à la cohorte, eh bien on peut se retrouver avec un groupe de 30 personnes. Et vous pouvez comprendre la richesse des échanges qui peuvent émaner à l'intérieur de ce groupe. Mais à ce point, quels sont les défis qui empêchent des organisations à élire ou intégrer des membres de la diversité au sein de leur CA? Ah oui. Écoutez,
Plusieurs éléments. Le premier qui me vient en tête, c'est que peut-être que leur réseau traditionnel ne leur permet pas de rejoindre des réseaux qui, eux, rejoignent les membres issus de la diversité ethnoculturelle. Donc là, vraiment, le conseil, c'est de diversifier les canaux de diffusion, que ce soit pour les offres d'emploi ou les appels à candidature pour des conseils d'administration. Il faut aussi s'assurer que les documents, donc les offres d'emploi, les appels à candidature pour siéger dans des conseils d'administration soient rédigés de manière à ne pas empêcher certains groupes de postuler. Parfois, il y a certains biais inconscients dont les personnes ne sont pas conscientes, d'où le terme, et qu'il faut justement être vigilant et identifier de manière à les enlever. Par exemple, dans certaines offres, les organisations peuvent inclure une phrase comme la suivante et qui peut faire toute la différence. Vous savez, l'inclusion et la diversité sont des valeurs de l'organisation et nous encourageons les personnes issues de la diversité à poser leur candidature. Ça peut être une phrase qui peut être ajoutée dans les offres d'emploi et qui peuvent justement faire une différence. Une personne issue de la diversité, moi en premier, je vois une phrase comme ça, eh bien ça va vraiment me donner le goût, ça va me donner confiance et je vais vraiment avoir envie par postuler. Oui. Ça peut aussi l'enjeu, donc par rapport à la question, c'est quoi l'enjeu qui peut empêcher les organisations à intégrer des nouveaux membres? Ça peut aussi être tout simplement la peur de l'inconnu, la peur de mal faire. Alors, souvent dans le doute, plusieurs organisations vont peut-être préférer s'abstenir. Oui. Bon. Et aussi, vous savez, la composition des membres de l'équipe et des membres du CA, s'il est très homogène, eh bien, ça peut aussi constituer un frein pour les personnes issues de minorités visibles d'appliquer. Pour prendre mon cas, par exemple, je me suis retrouvée à plusieurs reprises à la chirurgie du travail et mon réflexe, c'était d'aller voir, lorsque je m'informais sur l'entreprise, l'organisation, aller regarder la composition de l'équipe, la composition du CIA et tout de suite, je pouvais me faire aussi une idée et je pouvais ressentir et me dire est-ce que je m'y vois ou pas? Est-ce que je pense que je vais bien me sentir dans cet environnement? Alors, c'est un élément auquel il faut considérer. Oui. Montréal est une ville multiculturelle. Jusqu'à quel point cette orientation est réellement traduite au niveau de représentation de la diversité au sein des conseils d'administration? Merci pour cette question, je la trouve excellente. Mais effectivement, Montréal, c'est une ville cosmopolite. 30% de la population montréalaise est issue des minorités visibles. Même si les statistiques démontrent une légère augmentation de la présence de la diversité dans les organisations, mais les conseils d'administration sont encore loin de représenter la diversité de la population montréalaise. Donc forcément, il y a des talents qui sont laissés de côté. Et de nombreuses études, je vous dirais la plus récente, elle a été réalisée par Statistique Canada. Entre le 4 décembre 2020 et le 18 janvier 2021 justement, et qui met justement aussi en exergue qu'il reste encore que du travail à faire au niveau de la représentation des organisations, parce qu'il faut que les conseils d'administration soient à l'image de la société, soient à l'image de Montréal et soient à l'image des personnes qui sont censées représenter. Oui. Alors, il faut savoir que la contribution de tout le monde et des personnes issues de minorités ethnoculturelles est très utile dans les organisations parce qu'elle apporte justement une voix qui n'est pas entendue. Oui. Oui. De nombreux, on sait tous les avantages que peuvent représenter justement d'avoir différents points de vue, différentes façons de voir les choses et combien ça peut justement enrichir des discussions et enrichir l'organisation dans son ensemble. Au niveau du programme Groupe des 20, quels sont les objectifs à long terme? Alors, je vous dirais,
que ce soit pour le groupe DEVA ou pour tous les programmes justement de l'initiative Leadership Montréal, de Concertation Montréal, c'est justement d'encourager une gouvernance inclusive, donc faire en sorte qu'il y ait plus de représentation des femmes et des minorités ethnoculturelles dans des rôles de leadership, parce que c'est ça qui va entraîner des transformations d'envergure. Plusieurs justement études ont démontré les avantages économiques positifs que les personnes de divers groupes apportent aux organismes. Par exemple, juste pour en nommer quelques-uns, ça permet d'avoir accès à un plus grand bassin de talents, de combler les besoins en matière de compétences. Ça permet également d'encourager l'expression d'une grande variété de points de vue. Ça permet l'innovation. Ça favorise la créativité et la diversité des perspectives, et ça permet aussi d'offrir des services plus inclusifs. Alors ça, c'est juste pour en nommer certains. Il y a certains d'OBNL, il y a un certain conseil d'administration d'OBNL où on voit quand même une belle représentation de personnes issues de la diversité. Par exemple, les organisations qui desservent la clientèle immigrante, les organisations pour les personnes réfugiées, là on voit une belle représentation, mais par contre il y a d'autres secteurs d'activité qui sont très peu, voire pas du tout représentés. Oui, j'espère qu'ils feront plus d'efforts pour inclure des personnes issues de la diversité. Nabila Renati, chargée de projet Leadership Montréal, merci, au plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation, bonne journée. Au revoir. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baron, en direct du 102.3 FM. C'est la fin de notre émission. Merci de votre écoute. Merci à l'équipe de recherche. Merci à René D à la régie. Je vous donne rendez-vous le mercredi prochain à la même heure en direct de 102.3 FM.